Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Et tous mes voeux. Mais je vous souhaite aussi une bonne année. Je crois qu'on peut se la souhaiter à nous tous. Oui, Tel que ça démarre. Tel que ça démarre, ben voilà, c'est le sujet. Quel enseignement on peut tirer après l'attaque de l'armée américaine au Venezuela, cette capture de Nicolas Maduro? Est-ce que la paix et le business par la force, c'est définitivement le mantra de Donald Trump? Je crois qu'il y a trois choses qu'il faut se dire pour essayer de remettre un peu l'église au milieu du village, comme on disait autrefois. Un, cette intervention est ostensiblement contraire au droit international. Alors le droit international, c'est peut-être peu de choses, mais c'est quand même une aspiration, une évolution. Et d'habitude, quand les États-Unis le transgressaient, ils essayaient de le faire de manière un peu hypocrite, jésuitique, clandestine. Au nom de la liberté et de la démocratie. Là, au moins, c'est clair, on a transgressé le droit international. Deux, personne ne va pleurer le sort individuel de M. Maduro, qui évidemment est un tyran à tous égards épouvantable. Trois, l'important c'est la suite. Et c'est là que les propos, en réalité, de Trump sont tout à fait inquiétants, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas de plan derrière. Ensuite, le Venezuela, c'est pas la Libye. Le Venezuela, c'est un pays de 30 millions d'habitants, c'est un pays où Maduro a été élu de manière illégale en faussant les élections, mais même en faussant les élections, il avait 30 à 40% de votes derrière lui. C'est un pays qui a une administration, qui a des cercles corrompus qui vivent du pouvoir et qui essayeront de défendre leurs privilèges. Et en face de ça, il y a des États-Unis qui, par leur histoire, n'ont jamais su traiter ce genre de situation. Les États-Unis payent le prix, ou c'est la contrepartie peut-être sympathique de leur histoire, c'est de ne jamais avoir été un pays colonial. Et n'ayant pas été un pays colonial, ils ne savent pas traiter ce genre de situation. Ils l'ont montré, il n'y a aucun contre-exemple. Ils l'ont, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, jamais, et je ne parle pas de les petites interventions ponctuelles de ci ou de là. Même les meilleures administrations américaines ne savaient pas faire ça. Alors, l'administration erratique, le tout dominé par un ego ou tel un enfant devant son jouet militaire, Trump jouissait quand on le voyait à la télé samedi. Le risque, c'est qu'il continue. Et qu'il continue où ? Par Cuba. Pourquoi par Cuba ? Pour faire vis-à-vis de l'histoire ce que John Kennedy n'a pas réussi à faire. Donc tout ça va mal se terminer. Et je laisse de côté, évidemment, la corruption, les warrants qu'il obtiendra sur les investissements pétroliers pour son family office. De toute façon, les États-Unis aujourd'hui, en matière de corruption, c'est un pays africain d'autrefois, mais à l'échelle de la plus grande puissance du monde. Donc quel message il fait passer pour le coup au reste du monde avec cette opération spectaculaire? Non, le message aussi. Non, il y avait en 2025, il y avait un premier message qui était l'imprévisibilité en soi, qui est à la fois un inconvénient et une arme dans la diplomatie. Bon, maintenant on a une arme de dissuasion. Une arme de dissuasion et ça crée une crainte. Ouais. Maintenant, on a une nouvelle version, c'est l'imprévisibilité plus l'abus de force. Donc tout ça peut promettre plutôt le pire que le meilleur. Pendant ce temps-là, quand il s'agit de l'Ukraine, il écoute sagement Poutine, et à chaque fois qu'il a Poutine au téléphone, il se fait quand même balader. Donc, les enjeux, c'est où ? Cuba, il y a un risque évident. La Colombie, je ne sais pas. Et puis nous, Européens, il ne faut pas qu'on se leurre. Il peut en effet mettre la main sur le Groenland. D'ailleurs, son ministre de la Justice, un ministre de la Justice qui produit une carte avec le Groenland sous couleur américaine. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va envoyer nos armées combattre les armées américaines ? Je veux dire, de ce point de vue, les défis, on avait déjà, nous Européens, le défi ukrainien, c'est-à-dire la menace russe, le défi implicite qu'à terme ça induit sur les pays baltes, mais ça au moins on savait, ça venait de notre ennemi. Mais on a aussi le risque qu'un bout du territoire européen fasse l'objet de la kleptocratie trumpienne.
Trump qui, au passage, aussi a piétiné la Constitution américaine, qui dispose que c'est au Congrès, seul le Congrès peut déclarer la guerre. Oui, enfin, ça... On a découvert quelque chose dans la Constitution américaine depuis l'arrivée de Trump, c'est qu'il y a une zone grise, et que cette zone grise s'appelle les executive powers. Normalement, la limite des executive powers par rapport au droit du Congrès doit être arbitrée par une Cour suprême équanime et qui a le sens du droit. Le problème, c'est que la Cour suprême est à 6 contre 3 dans la main de Trump, même si elle a commencé à montrer des signes d'indépendance. De toute façon, il y a des cas précédents. Hein. Je veux dire, quand un président éminemment respectable comme George Bush senior, le père, était intervenu en réalité au Nicaragua, ou à Panama. Ah oui, ok, ouais. Oui, il avait outrepassé, il n'avait pas demandé le vote du Congrès non plus. Donc on est en zone grise de ce point de vue. Bon, et pour Trump, cette décapitation, on l'a entendu, du régime vénézuélien, ça permet au passage de libérer l'accès aux réserves de pétrole pour les entreprises américaines. C'est ça vraiment l'objectif, sachant qu'on rappelle que Caracas est assis sur les plus vastes réserves de pétrole non conventionnelles de la planète. Au moins les choses ont été dites. La seule chose qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui, et je me suis totalement trompé, je pensais que le prix du pétrole allait massivement baisser. Or, il n'a pas baissé massivement. Non, on est à 60 $. Oui, il a baissé, mais vraiment de manière epsilonesque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés pétroliers se disent que le retour des majors va être compliqué, que rien ne dit qu'ils soient tentés de faire les investissements massifs qu'il faut faire pour remettre le système en état, et que Trump a peut-être été là naïf en pensant que les majors se précipiteraient, qu'il lui donnerait son pourboire sous forme de warrant pour son family office, et apparemment le monde pétrolier est plus sceptique. Alors maintenant, les difficultés vont commencer. Le monde pétrolier est sceptique. Le régime Maduro n'est pas encore tombé. Une opposition n'est pas apparue de manière très nette. Et par rapport à ça, on voit l'éclatement des positions des uns et des autres. La position française n'est pas respectable. Ouais, justement, on va en parler juste sur Trump qui va toucher des warrants pour expliquer. C'est-à-dire que quelque part, il y a le family office de Trump, au sens large, va s'enrichir dans une opération comme ça. Vous prenez un air naïf pour me poser la question. Oui, y a-t-il eu beaucoup de mouvements où le family office de Trump ne s'est pas enrichi depuis un an? Vous pensez à quoi? Vous avez vu, je suis bien le naïf. Hein. Oui, des bitcoins, des investissements faits par le fonds de son beau-fils, de son gendre, et avec aussi le family office. Bon, on sait que c'est un type qui est mu par l'argent et qui n'est pas mu par la règle de droit. Hein. Ouais. Donc, encore une fois, je reviens à la paix et le business par la force. C'est ça le mantra de Trump? Non, mais ça, c'est certainement le mantra de Trump. Ouais. Mais rien ne dit qu'il arrivera à faire du business, vu la réaction des marchés. 2, si le Venezuela devient un facteur d'instabilité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va durcir, il va appliquer vraiment la doctrine Monroe, il va envoyer, il a dit qu'il n'hésiterait pas à envoyer des soldats au sol. Ça sont des propos, on va voir s'il les amène. Et puis quand même si la démocratie américaine a été battue en brèche depuis un an, elle est quand même là. Jusqu'à nouvel ordre, il n'a pas supprimé les midterms au titre de la National Emergency. Encore qu'il y a des gens qui pensent que ça peut arriver. Moi, je n'y crois pas. Donc, la société américaine, c'est quand même une société où, ne l'oublions pas, Kamala Harris a perdu massivement en termes de grands électeurs. En termes du vote populaire, elle avait perdu d'1,5%. Donc, il y a quand même la moitié des États-Unis qui ne sont pas d'accord avec Trump. Donc, je pense que, d'une certaine manière, c'est de la politique intérieure américaine que viendront les relatifs contre-pouvoirs au Trumpisme. Avec cette opération, on se dit que si la première puissance économique du monde se conduit ainsi en s'asseyant, on l'a dit, sur les règles du droit international, ça peut donner encore une fois encore plus d'idées à Poutine de faire pareil sur les pays baltes, sur la Moldavie, Xi Jinping sur Taïwan, non? Attendez, on va trop vite. Oui, ça je pense que c'est un peu rapide comme appréciation. De toute façon, Poutine et Xi Jinping, depuis longtemps, ont compris comment fonctionne Trump. Ils sont au moins aussi experts pour le juger que nous. La seule chose, c'est que
La Chine qui a tenu tête aux États-Unis. Non, mais la Chine qui a tenu tête sur le plan économique avec cynisme et intelligence. La seule chose, c'est que la violence de l'acte de Trump peut aussi les inciter à une relative prudence. C'est-à-dire que ce type est imprévisible. C'est-à-dire que s'il y a une attaque sur les pays baltes, il peut en effet s'en laver les mains dans une posture tout à fait Ponce Pilate, où il peut réagir. On ne sait pas. Et de ce point de vue, l'imprévisibilité, ça conduit à une relative prudence. Penser que ce qu'il a fait au Venezuela signifie qu'il ne réagira pas si la Chine envahit Taïwan, ça me paraît un raccourci extraordinairement discutable. Alain Minc, sur la réaction d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est la bonne ou pas? Il a salué la chute du président vénézuélien sans s'arrêter sur les conditions de sa capture. Attends, il y a eu 2 réactions françaises. Oui. Il y a eu un communiqué du Quai d'Orsay, classique de la diplomatie française et globalement impeccable. Et puis il y a eu une réaction de Macron dont on pouvait se dire qu'elle est mue par le désir de pas irriter Trump. Même plus que ça, de rentrer dans les bonnes grâces de Trump, Trump était très intelligent, donc il a compris les faiblesses de Macron, c'est une évidence. Et donc il fait ce communiqué, et d'ailleurs on en a vu la conséquence, c'est le seul communiqué d'un leader étranger que Trump a retweeté sur son propre réseau social. Donc de ce point de vue, l'acte de contrition a été récompensé. Enfin tout ça n'est pas convenable et ne sert à rien. Donc il aurait dû rester... il aurait dû être sur la position normale, mais la ligne de Quai d'Orsay, qui est la ligne de la plupart des pays, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est c'est contraire au droit international. 2, on ne pleure pas Maduro. 3, on rappelle les principes sur lesquels la transition devrait se faire. Par exemple, Trump a eu une phrase qui est quand même extraordinaire. On peut se demander d'ailleurs s'il n'a pas confondu à un moment donné la titulaire du prix Nobel, principale opposante, et la chef de l'administration de Maduro, puisqu'il a dit d'elle, dont il est jaloux, puisqu'elle a eu le prix Nobel dont il rêvait. Non mais évidemment, c'est elle qui a eu le prix Nobel qu'il espérait avoir. Il a dit qu'elle ne représente rien au Venezuela. Elle représente probablement 70% de la population. C'est une phrase tout à fait étrange. La position qu'on devrait avoir, c'est de dire il devrait y avoir une transition assurée par le président qui aurait été légitimement élu si les élections n'avaient pas été truquées. Le prix Nobel vénézuélien étant la figure emblématique d'un conseil de transition, comme on fait quand on essaye de ramener la démocratie. Jamais dans l'intervention de Trump samedi soir, il n'emploie le mot démocratie. Jamais. Il n'emploie le mot ni démocratie, ni le mot élection. Donc ça, c'est une vision main de fer, mais le problème, c'est que les États-Unis n'en sont pas capables. Comme je l'ai dit, ils ne savent pas faire. Giorgia Meloni, qui pour le coup, c'est un peu est la seule des dirigeants européens qui a clairement apporté son soutien à Trump. Oui, mais Giorgia Meloni, elle a une politique assez habile qui est un coup pro-Trump, un coup pro-Bruxelles. Et honnêtement, c'est cynique, mais c'est assez bien fait. Mais il y a toute une gradation. Giorgia Meloni a approuvé, Macron a détourné les yeux de manière ostensible. Le chancelier allemand... C'est malin aussi, c'est quand même malin. C'est cynique et malin ce qu'il a fait Trump, ce qu'il a fait Macron. Bon, si ça récompensait que son tweet soit retweeté, oui, enfin... Bon. Le chancelier allemand a eu une position alambiquée sur les fondements juridiques, mais pas alambiquée sur le respect des principes démocratiques. Il est allé beaucoup plus loin que nous. Et c'est finalement le Premier ministre britannique qui, comme toujours, dès qu'il s'agit d'affaires de principe, a été le plus net et le plus clair. Mais enfin, de toute façon, la question, c'est plus la condamnation de ce qui s'est passé, c'est d'espérer que la suite se passe correctement en termes juridiques, en termes de respect du droit. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs, logiquement? Nicolas Maduro va être inculpé, évidemment. Ça, bon, il va être inculpé, il ira en taule jusqu'à son jugement. Apparemment, le problème, c'est pas lui, juridiquement, c'est sa femme, parce qu'elle n'était pas inculpée. Mais enfin bon, c'est pas ça l'essentiel. Hein. On ne va pas se mettre à pleurer sur le sort de Maduro. Et l'administration vénézuélienne, est-ce qu'elle va... Elle est là, mais pour l'instant...
Elle ne s'est pas effondrée. Elle s'est pas effondrée comme un château de cartes. Dans la rue, il n'y a pas eu des scènes de liesse, hein. Il n'y a pas eu des scènes de liesse. Donc, on ne sait pas où on va. Et par rapport à ça, on a des propos en l'air, enfin la phrase du style, quand on lui demande mais qui va gouverner le Venezuela, il répond The guys behind me, c'est-à-dire le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait même du colonialisme. Tout ça, c'est la préparation militaire exceptionnelle et réussie va de pair avec une impréparation politique et diplomatique exceptionnelle et qui va donc rater. Avec le risque aussi que, pour se refaire, entre guillemets, Trump aille effectivement sur Cuba, la Colombie. Ah non, tout est possible. Tout est possible, tout est possible, parce qu'on voit bien ce que c'est que l'atteinte à la démocratie. C'est quand un pouvoir exécutif utilise sa rapidité d'action par rapport à un pouvoir législatif qui est nécessairement plus lent. Je veux dire, une fois, le pouvoir exécutif crée les faits acquis, et derrière, les contre-pouvoirs courent et essayent de rattraper les choses plus ou moins bien. Ben, il y aura des élections, il y a les mid-terms, encore une fois. Oui, parce que je pense qu'elles auront quand même lieu. Oui, voilà, sinon c'est très inquiétant. Là. Oui, mais vous avez quand même 1/5 ou 1/6 de la population américaine qui s'interroge en disant est-ce qu'elles seront reportées? Moi, je ne crois pas. Mais c'est dire où on est arrivé. Au fond, moi, il y a une chose, si vous voulez, qui me frappe. S'il y a une chose que je ne pensais ne jamais voir de ma vie, c'était que l'effondrement de la démocratie américaine pourrait être atteint. Or, ce qu'on découvre, c'est que les check and balance, les pouvoirs et contre-pouvoirs, en réalité, ne marchent que si, pour employer un autre terme anglais, il y a ce qu'on appelle la common decency, qui est un mot c'est-à-dire une espèce d'acceptation implicite des règles du jeu démocratique. Quand il n'y a pas de common decency, il n'y a plus de check and balance. Quand il n'y a pas cette acceptation des règles implicites du jeu démocratique, les pouvoirs et contre-pouvoirs ne sont que des statues de sable. Où sont les contre-pouvoirs aux États-Unis en dehors de la Cour suprême? Non, au Congrès quand même, jusqu'à nouvel ordre. Le Congrès qui lui est favorable? Pour l'instant. Donc c'est ma question sur les mid-terms en fait. Non, mais d'abord, il va quand même y avoir des déchirures dans la coalition de Trump, puisque c'est une coalition où vous avez des républicains à l'ancienne qui se taisent, mais qui n'en pensent pas moins, et vous avez des membres de la coalition MAGA qui sont incroyablement isolationnistes et qui donc n'aiment pas ce genre d'aventurisme. Bon, et puis on va voir les effets sur la popularité de Trump, mais Trump il est quand même passé de 50% à 35%. C'est tout de même le président dont au stade de son mandat, la popularité est la plus faible. Ouais, notamment une cote de confiance en matière économique, qui est 58% des Américains désapprouvent son action en matière économique. Et je me dis, on a quand même 4% de croissance au deuxième trimestre, on a eu encore 4% de croissance au troisième trimestre. Oui, mais il y a une petite chose qui concerne l'Américain moyen et qui s'appelle l'inflation. C'est toujours à 3%. Il est arrivé, l'inflation était à 3%. Non, mais l'inflation, qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs? C'est très intéressant parce qu'il est empirique, Trump. Ouais. Il a commencé à réduire les droits de douane sur les produits qui pèsent le plus sur le panier inflationniste, c'est-à-dire en particulier les produits de première nécessité. Ouais. Donc l'inflation est là. Le ralentissement, en réalité, il y a deux économies américaines. Et ça, je pense que vous le sentez quand vous interviewez les grands patrons des industries classiques. Vous avez l'économie tirée par l'Internet, l'intelligence artificielle qui s'envole à la bourse, et puis vous avez une économie traditionnelle avec une part de récession, en particulier liée à tout ce qui touche à la construction. Et ce sont deux économies qui cohabitent. Il y a en plus un risque sur cette économie. Je pense que quand on parle de la bulle intelligence artificielle, on confond deux choses. Il y a la bulle sur les valorisations des startups d'intelligence artificielle. Il y aura des échecs, mais il y aura des succès. Et puis il y a quelque chose de fou, qui est qu'en réalité, les infrastructures nécessaires pour l'intelligence artificielle bénéficient d'investissements avec des taux de valorisation dignes en réalité du soft, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Or ça, les infrastructures, c'est comme la flotte, c'est comme l'électricité, c'est des choses qui ont des règles. On est avec des PE de 8-9, on n'est pas avec des PE de 20. Donc c'est là qu'il y aura une crise. Et c'est là qu'il y aura une crise du crédit. Est-ce que cette crise du crédit privé, d'ailleurs, parce qu'elle se finance beaucoup par le crédit privé, rétroagira sur le système bancaire? C'est pas sûr, parce que le système bancaire américain
est au fond incroyablement solide. La manière dont il s'est concentré, dont il a refait ses fonds propres. Donc une crise financière peut-être, une crise bancaire, je ne crois pas. Juste, qu'est-ce qu'on se dit pour 2026 là, on voit les enjeux, mais quelles sont les certitudes et ce qui vous rassure et ce qui vous inquiète en ce début d'année, d'un point de vue à la fois politique, économique et géopolitique? Qu'est-ce qui rassure? Je cherche, je suis silencieux. Ouais. Parce que, bon, avec le Venezuela, il a ouvert un nouveau front d'incertitude. Le front ukrainien d'incertitude est là, va se poursuivre. J'imagine mal un cessez-le-feu ou une paix en Ukraine. Non, mais elle est un peu, grosso modo, la paix n'est possible que si les Russes sont en face d'une Ukraine massivement soutenue par les Occidentaux et les Américains. Et pour l'instant, on fait de notre mieux. Les Européens se conduisent très très bien, je veux dire, vis-à-vis de l'Ukraine, mais ils ne peuvent pas se substituer aux Américains. On sait très bien quel est le vrai risque. Le risque, c'est qu'à un moment, dans un moment d'énervement, Trump supprime le renseignement à l'armée ukrainienne, comme il l'a fait après l'épisode choquant et scandaleux de la Maison-Blanche. Et à ce moment-là, l'armée ukrainienne a tout de suite été prise à revers et a dû reculer. Donc la zone d'incertitude, elle est là. Sa folie fait qu'il y a une zone d'incertitude sur le Groenland, c'est une vérité. Bon, donc alors la seule chose qui peut être rassurante, quand même, c'est que je trouve que l'Europe se construit à sa manière. Il y a aujourd'hui deux Europes. Il y a l'Europe de Jean Monnet, c'est-à-dire l'Europe économique qui tourne autour de la Commission de Bruxelles, qui fonctionne. Et puis il y a à côté l'Europe de Gaulle, qui est l'Europe des grandes puissances européennes. Et sur l'Ukraine, ça existe. Et d'ailleurs, au passage, ceci a ramené le Royaume-Uni en Europe. Que le Royaume-Uni ne soit pas membre de l'Union européenne, ça devient secondaire. Il est à la table. C'est vrai, ça. Et la table, elle est dirigée par qui? Les Anglais, les Français et les Allemands. Les Français tiennent un rôle dans cette affaire. Ils tiennent pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Macron a encore une existence internationale? La dissuasion nucléaire dont il a hérité et qui fait de nous, et qui fait de nous, en effet, une puissance d'une nature différente. Je n'aurais pas, ça c'était une bonne nouvelle de l'année 2025, je n'aurais jamais imaginé un chancelier allemand demander, quand je dis un chancelier allemand, c'est le regret d'Angela Merkel, je n'aurais jamais imaginé un chancelier allemand demander en réalité la garantie nucléaire française avec une telle clarté, qu'il a d'ailleurs. Juste, on finit là-dessus, sur la France, politiquement, on aura un budget, on n'aura pas de budget, qu'est-ce qui va se passer en 2026? Va rien se passer. On aura un simili-budget d'une manière ou d'une autre. Ordonnance 49.3. Moi, je crois que la logique, c'est le 49.3. Négocier avec les socialistes. Oui, un vague compromis. Et puis ça y est. Avec des hausses d'impôts qui vont avec. Non, mais j'ai vu que vous étiez en train de discuter sur les baisses d'impôts précédemment. Les hausses d'impôts. Les hausses, les baisses, on est condamné à ce qu'il y ait un jour des hausses d'impôts, mais ce n'est pas maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une espèce de période grise jusqu'aux élections municipales, puisque même le Parlement, pendant un mois, ne sera pas en réunion. Fin février. Et puis après les municipales, on entre dans la période présidentielle. Et là, 2026 est très important, parce qu'on va voir se décanter les candidatures. Moi, je n'ai qu'une obsession, c'est est-ce que les modérés arriveront à avoir un seul candidat? C'est la seule question. Pas pour l'instant, en tout cas. Non, mais on va voir. On peut espérer que le jour où il y aura un sondage qui mettra Mélenchon au deuxième tour face à Bardella ou Le Pen, ça mettra un peu de plomb dans la tête des leaders modérés. C'est la seule question. Si les modérés ont un seul candidat, il est au deuxième tour, et je crois que s'il est au deuxième tour, il gagne. Si les modérés ont deux candidats, il y a un risque qu'aucun des deux ne soit au deuxième tour, et à ce moment-là, on a un deuxième tour que l'extrême droite gagne. Et s'il y a trois candidats modérés, il y a une certitude qu'aucun des deux n'est au deuxième tour. Dans les premiers sondages qu'on a vus, on a vu que Bardella l'emportait au second tour face à quasiment tout le monde. Oui, mais ça, c'est maintenant. Vous auriez un modéré, quel qu'il soit, peu importe lequel, au deuxième tour. Si le modéré est un modéré de centre-droit, ce n'est pas la même chose si c'est un modéré de centre-gauche. La gauche est plus républicaine que la droite.
je veux dire un Édouard Philippe, et je ne fais pas un choix particulier, moi je m'en fous, n'importe lequel, aura les voix de gauche. Raphaël Glucksmann est au deuxième tour, quel que soit le côté estimable de sa candidature, il n'aura pas toutes les voix de droite. Donc il est beaucoup plus en risque face à Bardella ou Le Pen, parce que tout le monde dit Bardella, parce que vous considérez comme acquis que Mme Le Pen en appel sera condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Et si les magistrats la condamnent uniquement à 2 ans d'inéligibilité, elle les a accomplis, elle sera candidate. Bon, beaucoup d'incertitudes. Que des incertitudes. On se reverra d'ici là. Merci de passer nous voir, donc Alain Minc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.